12 juin 2019, une alliance des deux géants du cacao en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire et le Ghana qui font respectivement 2,1 millions de tonnes l'an et 900 000 tonnes l'an de production de fèves de cacao ont lancé un ultimatum à l'endroit des acheteurs. En effet, ils suspendent les ventes de la récolte 2020-2021 si elle n'est pas payée au minimum $2 600, soit 1 515 800 francs la tonne. Il n'est pas anodin que les deux géants de la fève veuillent tirer plus de revenus du cacao en année préélectorale. Malgré son faible poids dans le PIB, qui est de 11%, le secteur du cacao a toujours été stratégique politiquement, d'autant qu'il fait travailler un grand nombre d'électeurs potentiels, les petits planteurs. Or, l'objectif affiché est de leur verser, selon les informations du négoce, 70% des $2 600 demandés, soit 1055 francs le kilo contre 750 actuellement. Et si les principaux acheteurs refusaient ces nouveaux prix, comment parvenir à une augmentation de 40% du prix bord champ après le paiement des intermédiaires, des taxes, du transport, et sera tout l'enjeu des négociations qui sont en cours au sein de la filière cacao-chocolat au Ghana et en Côte d'Ivoire. Une réunion prochaine est prévue le 3 juin à Abidjan. Vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs, à cette nouvelle production d'Economy First sur les antennes de Frika TV, la chaîne de télévision panafricaine. Et pour répondre à nos attentes, je vous présente sur ce plateau M. Simon Yefou, historien, économiste et écrivain. Bonjour M. Simon. Bonjour Suzanne et merci de m'avoir invité sur votre plateau d'Economy First. Je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs de Frika TV qui nous regardent à travers les 4 points cardinaux. Merci Suzanne d'avoir reconduit ce sujet sur le cacao, puisqu'il y a de cela à peu près un mois qu'en direct de ce plateau, nous tirions la sonnette d'alarme sur le fait que l'Afrique était justement privée du fric de son cacao, puisque nous sortions les statistiques les plus mauvaises possibles, selon lesquelles sur les 100 milliards de dollars que génère le cacao chaque année, les pays producteurs n'ont que 6 milliards de dollars, donc 3 milliards de dollars pour les pauvres producteurs, ce qui est une injustice flagrante dans les échanges internationaux. Et nous allons donc voir que c'est comme si notre appel a été entendu, parce que ce qui s'est passé le 12 juin semble nous montrer que les pays producteurs ont enfin pris conscience du pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. D'accord, merci M. Simon Yefou pour cette entrée. Chers téléspectateurs, avant d'entrer de plein pied dans ce programme, nous vous proposons un Vox Pop réalisé par l'équipe de Frika TV à Mbanga, commune du Cameroun, située dans le département du Mungo et la région du littoral sur l'axe routier Douala-Bafoussam. Les difficultés des acteurs et de la filière cacao, c'est dans quelques secondes. Pour avoir rien que l'argent pour entretenir les champs, ce n'est pas facile. Puisque déjà, quand nous sortons le cacao comme ça, le prix d'abord sur le marché, le prix est vraiment médiocre. Hein. On dépense, comme, voilà, quand vous voyez tout ce que nous sommes avec là, s'il faut payer la main d'œuvre, rien que la main, ça part à 20 000. Et le kilo de cacao, c'est rien. Vous arrivez au marché, on vous parle de 850, 900. Vous voyez. Nous sortons du champ avec les produits frais, on fermente pendant 5 jours. 5 jours. Et alors on sort ça, on met encore au soleil. On la sèche, pas la vendre au marché. On ne vit même pas bien et c'est difficile.
Quand j'ai vu avec les enfants, il fait seulement que je cultivais même mon champ pour renforcer avec la rente du cacao. Parce que si ce n'est que le cacao, ça ne peut pas donner. Je veux que le gouvernement change. Il fait qu'il nous aide aussi. Parce qu'on ne s'en sort pas du tout. Les produits sont aussi chers sur le marché, même les engrais, tout, même les produits du cacao, tout ça ne donne pas, c'est trop cher et on ne s'en sort pas. Nous avons un phénomène climatique qui a tout changé. Après le phénomène climatique de cette année, on a eu l'année passée l'arrivée des chenilles qui avait aussi tout ravagé. Et puis l'autre incident majeur de l'heure, c'est la crise anglophone qui sévit durement ici chez nous. Donc, comme on les appelle les Zamba Boys, ils traversent de l'autre côté du Mungo pour faire l'enlèvement des producteurs. Donc, chaque semaine, minimum 2 à 3 personnes sont kidnappées et sont relâchées qu'après rançon. Mais depuis cette crise, parmi ceux dont on a enlevé, on a eu quand même une perte en vie humaine. Donc, ils ont eu à exécuter une personne. Ils ont même fait enterrer. Nous avons fait le corps ici, l'enterrement ici, sans corps. Mais les engrais que nous avons ici, les prix sont très, très élevés. Et avec la nouvelle donne des produits donc, les Occidentaux veulent qu'on utilise, qui ne contiennent plus du métallurgie ou bien de l'oxyde cuivreux. Donc, les nouveaux produits qui arrivent aujourd'hui, nous ne savons pas si les planteurs seront à la portée de ces produits. Parce que comme les fabricants le disent, je prends un petit cas. Un sachet de 30 grammes aujourd'hui qui ne contient pas de métallurgie, elle coûte minimum 900 francs, le sachet. Or, le planteur moyen qui n'est pas préparé, celui peut-être qui n'a pas fait d'autres formations pour savoir comment épargner, comment dans la chaîne d'actu, il ne va pas donc s'en sortir. Donc, on a donc tout ce carnaval de difficultés qu'on vit. Aucun sachet de 30 grammes de fongicide qui ne contient pas du métallurgie coûte minimum 900 francs. Et quand on nous impose le prix, par exemple ici, nous sommes à 1050 francs sur le marché de la semaine-ci. Or, quand vous faites le ratio, vous allez vous rendre compte, après tous les charges qu'on a en plantation, de la taille, du défrichage, de l'élagage, du traitement, de la récolte, du traitement post-sanitaire, tout cela, pour vraiment dire, il faudrait vraiment qu'on mette un seuil. Un seuil. Puisque vous vous rendez compte, une plaque de 15 grammes de mambo coûte 150 francs, peut-être 175 francs, en grammes, alors qu'on nous prend 1 kilogramme à 1000 francs. Regardez le grand écart. Je propose qu'on baisse le prix pour que les produits sortent facilement et nous, on prend aussi vite. De retour donc sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous avez vu avec nous toutes les difficultés exprimées par les planteurs de la localité, les planteurs de cacao dans la localité de Mbanga. Alors, cher monsieur Simon Efou, je suis avec vous présentement. Pourquoi est-ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire décident de mettre sur pied cette révision du prix du cacao? Ne pouvaient-ils pas le faire avant? Bien sûr, comme je viens de le dire dans l'introduction, Suzanne, la date du 12 juin 2019 peut être considérée comme une date historique, mais ce n'est que l'aboutissement d'un long processus, car comme nous le disions la précédente fois quand nous parlions du sujet sur le cacao, du fait que l'Afrique était privée du fric de son cacao, nous disions que le président ivoirien, le premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, avait déjà engagé un combat herculien contre les consommateurs, les transformateurs de cacao, qui sont de véritables prédateurs vis-à-vis des pays producteurs, vis-à-vis des planteurs, des pauvres planteurs qui produisent ce cacao, qui est une matière première agricole de très grande importance. Le président Houphouët-Boigny avait d'abord engagé un combat qui était celui de créer ce qu'on pouvait appeler une OPEP du cacao. C'est-à-dire qu'il voulait essayer de regrouper tous les pays producteurs de cacao en une espèce de cartel dans lequel les pays producteurs pourraient dicter leurs lois aux
transformateurs et aux consommateurs qui sont au nord, dans les pays développés. Bon, cela n'a pas marché. Et comme les autres ne l'ont pas suivi, il a essayé d'engager la Côte d'Ivoire seule dans le combat en décidant pendant plus d'1 an de bloquer la vente du cacao ivoirien au marché international. Ça a un peu troublé le marché international. Malheureusement, ça a été inefficace parce que les autres pays producteurs n'ont pas suivi. Et au bout de plus d'1 an de résistance acharnée et solitaire, la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny a dû céder aux caprices des transformateurs du cacao et aller vendre son cacao au prix fixé, au prix minimum fixé par ses producteurs. Et il semble que ce qui s'est passé dernièrement est une véritable prise de conscience parce que quand la Côte d'Ivoire menait ce combat-là, en ce moment-là, le Ghana s'était désolidarisé de la Côte d'Ivoire parce que le Ghana est le 2e géant producteur mondial de cacao. Donc, quand les deux, on peut dire que les deux mastodontes, pour la première fois, ont décidé de se mettre ensemble pour dicter leurs lois, pour essayer de faire changer le niveau des prix du cacao sur le marché international. Parce que je vous rappelle que le cacao sur le marché international est victime de ce qu'on appelle généralement la détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire les prix du cacao baissent et parfois les cacaoculteurs sont obligés de payer les intrants agricoles à des prix de plus en plus élevés. Donc, c'est une inégalité flagrante qui caractérise les échanges internationaux. Donc, le fait que pour la Côte d'Ivoire et le Ghana de se mettre ensemble peut faire espérer qu'on puisse avoir des résultats concrets dans un avenir proche ou lointain. Le temps, c'est-à-dire, dans cette histoire-là, c'est le temps. C'est-à-dire, il faut être patient parce que ceux-là, ces prédateurs du Nord, ont de la ressource pour tenir tête parfois au rouleau compresseur que pourraient tenter de leur imposer les pays producteurs. Puisque nous allons voir que cette mesure sera d'autant plus efficace que les autres pourront suivre cela. Parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 50% de la production mondiale de cacao. Il reste les autres 50%. Cela veut dire que si les autres 50%, les autres producteurs qui détiennent 50% de la production mondiale pouvaient aussi suivre cet exemple, c'est alors que ça pourra être largement efficace. Et est-ce que cette augmentation du prix aura une incidence sur la croissance économique de la Côte d'Ivoire et du Ghana? Bon, on peut dire a priori que ça pourra jouer un rôle important sur la croissance économique de ces deux pays, si et seulement si cela est suivi par l'augmentation espérée des prix du cacao sur le marché international. Je vous rappelle que sur le plan historique, il y a eu les années fastes, c'est les années 70, où la tonne de cacao était vendue à plus de $3000 sur le marché international. Mais dans les années 90, c'est les années noires de la production du cacao, où les prix sont descendus parfois jusqu'à $1000 la tonne. Vous imaginez, c'est-à-dire que les prix ont été divisés par 3. Et vous imaginez, c'est cela qui a plongé les pays producteurs de cacao, ces pays-là qui avaient misé l'essentiel de leur économie sur le cacao, dans une crise économique sévère. Et le fait pour ces deux pays-là de se mettre ensemble et d'essayer de faire relever les prix sur le marché international. Tout à l'heure, j'ai donné les statistiques, c'est-à-dire si le cacao produit 100 milliards de dollars par an, les pays producteurs n'ont que 6 milliards. Vous imaginez, ça veut dire que 94% des richesses tirées du cacao sont consommés, sont engrangés par les pays consommateurs ou bien les pays transformateurs qui sont les pays développés situés au nord, alors que les pays producteurs sont situés au sud. Cela veut dire que si le Ghana et la Côte d'Ivoire peuvent réussir à tenir bon face au rouleau compresseur parce que ces pays producteurs, ils ont de la ressource. Je vous rappelle que chaque fois, ils ont au moins le stock pour 1 an
un an, parfois plus d'un an de consommation. Ça veut dire que comme la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de ne plus vendre leur cacao, ils ont un an, parfois plus d'un an de stock. Donc ils peuvent consommer leur stock en toute tranquillité pendant plus d'un an sans se préoccuper même d'aller acheter le cacao. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire et le Ghana doivent avoir de la ressource pour tenir bon pendant une longue période. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un combat de longue haleine. Ça veut dire que les résultats ne seront pas immédiats parce que compte tenu de la mauvaise, c'est-à-dire de la situation, de l'inégalité flagrante des échanges internationaux qui fait en sorte que les pays du Nord ont tout fait pour réserver la portion congrue aux pays sous-développés du Sud, ce n'est pas très évident que ce combat va être gagné de sitôt. Donc c'est un combat de longue haleine qui exige beaucoup de patience, beaucoup de ressources. Mais on peut déjà tirer un coup de chapeau parce qu'on a beaucoup critiqué très souvent le président Alassane Dramane Ouattara, grand économiste de son État, parce qu'il a eu souvent à nous dire qu'il est le plus grand économiste d'Afrique noire, mais on se demande comment il peut être un grand économiste avec un pays qui produit, c'est-à-dire premier producteur de cacao mondial et qui enrichit pratiquement les autres alors que les pauvres producteurs n'ont rien. C'est comme si notre message était entendu et que le président Alassane Dramane Ouattara avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo ont pris la résolution de s'unir, d'unir leurs forces. Puisqu'on dit d'habitude que l'union fait la force. Quand vous menez un combat solitaire, ça ne peut pas donner des résultats concrets. Mais quand vous faites déjà une coalition, ça peut donner des résultats. Mais j'ai dit tout à l'heure que l'effort sera insuffisant tant que les autres grands producteurs mondiaux de cacao, ici en Afrique, nous avons, outre le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous avons le Cameroun, nous avons le Nigeria et en Asie du Sud-Est, nous avons l'Indonésie qui produisent les autres 50% de la production mondiale et d'autres petits producteurs. Il est question que le combat des présidents ivoiriens et ghanéens ne se limite pas à leurs deux pays, qu'ils essaient de convaincre les autres producteurs de cacao de s'allier. Ce n'est qu'à cette condition-là que les prix du cacao peuvent augmenter sur le marché international et avoir des incidences positives sur la croissance économique de ces pays. Et malheureusement, cette croissance économique ne peut pas être dans les niveaux escomptés parce que, comme nous allons le voir tout à l'heure, si ce sont les producteurs qui pouvaient transformer leur production, tant que vous produisez et vous vendez à l'état brut, vous ne pouvez que tirer la portion congrue de vos efforts. Ce sont les autres qui vont profiter de vos efforts. Donc, il est question que ce combat, qui ne fait que commencer, dure le temps que ça puisse durer, parce que je suis sûr que dans très peu de temps, les producteurs vont commencer à faire le chantage. Les transformateurs du Nord vont commencer à faire le chantage vis-à-vis de ces producteurs en leur disant que vous allez, à un moment donné, vous allez abandonner votre combat et venir nous vendre le cacao tel qu'ils avaient fait au président Houphouët-Boigny dans les années 90. Et si les principaux acheteurs refusaient carrément ces prix ou bien décidaient d'aller plus bas, qu'est-ce que les Africains feraient de leur cacao? Bon, justement, ça, j'ai eu déjà à leur dire que ce soit le cacao, le café ou bien d'autres matières premières, même les matières premières minières, c'est une véritable malédiction pour le continent africain. Vous voyez, puisque les Africains produisent en grande quantité les ressources minières, les produits agricoles, c'est-à-dire les matières premières agricoles. Mais le continent africain reste encore pauvre parce que tout ce que nous produisons, c'est-à-dire la plus grande quantité de ce que nous produisons, est vendu sur le marché international à l'état brut. Tant que vous produisez et vous vendez à l'état brut,
vous ne pouvez que difficilement sortir de la pauvreté et entrer dans le développement, c'est-à-dire dans la croissance, dans la véritable croissance économique. Cela veut dire que pour le moment, les pays producteurs, les pays consommateurs ou bien qui transforment le cacao, qui sont situés au nord, c'est-à-dire les pays du nord, ils ont encore de la ressource pour tenir bon et imposer la loi du marché, la loi implacable du marché. Et je vous rappelle que le grand problème du cacao et qui a fait chuter les prix jusqu'au plus bas niveau dans les années 90, c'est la surproduction des pays producteurs. Vous voyez, parce que la loi du marché dit que quand la production est grande, les prix baissent. Quand la production est moindre, les prix montent. Vous voyez? Or, il y a un problème de surproduction. Cela veut dire qu'à un moment donné, ce sont les acheteurs qui dictent leurs lois aux producteurs. Parce qu'il y a une grande quantité de produits sur le marché. Il était question que les pays producteurs de cacao fassent comme les pays membres de l'OPEP. Vous savez que les pays membres de l'OPEP réussissent à contrôler, ont réussi pendant une bonne, c'est-à-dire un bon temps, à contrôler les prix, à imposer leurs propres prix sur le marché international en réduisant parfois la production du pétrole. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient pour dire que cette année, ou bien ce mois-ci, on ne produit que telle quantité de pétrole. Et on imposait à chaque pays que votre quota de production, c'est tel. C'est à ce niveau-là que les pays producteurs de cacao peuvent réussir. C'est-à-dire la loi des quotas. C'est-à-dire, par exemple, comme la Côte d'Ivoire produit peut-être plus d'1 million de tonnes de cacao, on décide dans le cartel qui pourra être créé que la Côte d'Ivoire, tu dois produire telle quantité, le Ghana telle quantité, le Cameroun telle quantité. Et on sait qu'avec ces quantités produites, les consommateurs seront obligés de venir vers nous, négocier avec nous, c'est-à-dire négocier avec les producteurs pour que ces producteurs puissent en ce moment-là fixer leur prix. En ce moment-là, ce n'est qu'à ce niveau-là que les pays producteurs peuvent réussir à tenir tête au rouleau compresseur constitué par les pays consommateurs qui sont aussi les pays transformateurs. Parce que je ne les vois pas céder très facilement et de sitôt le pouvoir qu'ils détiennent parce que le cacao leur procure beaucoup de richesses, c'est-à-dire ils s'enrichissent énormément à partir du cacao et ils sont prêts, c'est-à-dire ils ne sont pas des enfants de cœur, ils ne sont pas là pour faire du bien à qui que ce soit. Il est question pour les pays producteurs de cacao de prendre conscience que cette supercherie a assez duré et que les matières premières ne doivent plus être une malédiction, mais plutôt une bénédiction. Parce que quand on produit et on vend à l'état brut, ce sont les consommateurs, les acheteurs qui fixent le prix. Et je vous ai rappelé, j'ai rappelé sur ce plateau que les grandes bourses mondiales où on fixe les prix du cacao, c'est la bourse de Londres, c'est la bourse de New York. Et les producteurs n'ont pas voix au chapitre là-bas. Ils sont généralement informés à la sortie des cotations en bourse que le prix c'est tel. Bon, si le mouvement enclenché par le Ghana et la Côte d'Ivoire pouvait entraîner l'adhésion de tous les autres et qu'ils fixent des quotas de production et qu'ils imposent ces quotas-là aux autres, ce n'est qu'à ce niveau qu'ils peuvent réussir à inverser la tendance en leur faveur en imposant leurs lois maintenant aux pays transformateurs qui sont aussi les grands pays consommateurs de cacao ou bien des produits issus de la transformation du cacao. Donc, ce combat qui vient d'être engagé, c'est un combat de longue haleine et les autres pays producteurs de cacao ont grand intérêt à adhérer à ce combat et à faire en sorte que l'Afrique ne soit plus une terre de malédiction, c'est-à-dire vous produisez pour enrichir les autres et pendant ce temps, vos populations souffrent et sont parfois obligées de quitter le continent qui est
pourtant très riches, pour aller, c'est-à-dire pour courir des risques, aller mourir dans la traversée du désert, dans la traversée de la mer Méditerranée, pour aller chercher un hypothétique paradis, alors que là-bas, c'est l'enfer qu'on retrouve, parce qu'on a estimé que les conditions de travail dans les pays d'accueil des migrants africains qui sortent de l'Afrique sont dignes d'être qualifiés d'esclavage des temps modernes. Donc, il est temps que cela cesse, c'est-à-dire par cette prise de conscience qui ne fait que commencer et qui doit durer le plus longtemps possible. L'émission c'est Economy First et nous y sommes, ça fait une vingtaine de minutes déjà. Je reviens vers vous, Monsieur Simon Yefou. Bien, si nous devons transformer nous-mêmes notre cacao, comment amener les Africains à consommer les produits dérivés de cette culture, surtout le chocolat? Bien, voilà l'un des grands paradoxes du continent africain. On l'a déjà clamé haut et fort, c'est-à-dire l'un des grands facteurs qui fait en sorte que notre continent ne puisse pas décoller économiquement est le fait que les Africains produisent ce qu'ils ne consomment pas et consomment ce qu'ils ne produisent pas. C'est le grand paradoxe du siècle. Or, le continent africain a les moyens, que ce soit les moyens naturels, c'est-à-dire les ressources naturelles et humaines, pour produire ce que ces populations peuvent consommer. Vous voyez? Donc, le cacao est parmi ces produits qui ont été imposés au continent africain pendant la colonisation. Parce que, comme vous le savez, le cacao n'est pas une plante d'origine africaine. C'est pendant la colonisation que les Européens ont imposé cette culture, c'est-à-dire ont apporté cette culture de l'Amérique pour la faire cultiver par les Africains, parce que eux, c'est les grands consommateurs, alors que les Africains n'ont pas de tradition de consommation des produits issus du cacao. Or, le cacao ne peut pas être produit en Europe dans le climat tempéré. C'est impossible. Donc, c'est dans les latitudes tropicales que le cacao peut être produit. Donc, cela veut dire que les pays africains ont perpétué une tradition coloniale. C'est-à-dire que c'est comme si c'est la colonisation qui se poursuit. Parce qu'on aurait souhaité qu'au moment où les pays africains ont accédé à l'indépendance dans les années 60, qu'ils auraient décidé de mettre en place un système économique adapté, c'est-à-dire de production économique adaptée à notre continent, qui aurait consisté à abandonner ce qu'on produisait pour les colons, pour maintenant produire ce qui est utile pour les Africains. Cela n'a pas été le cas et c'est cette économie coloniale qui se poursuit jusqu'à nos jours. On estime que cela a beaucoup duré. Et la question que vous me posez, consistant à faire en sorte que les Africains soient habitués à la consommation du chocolat, tout cela, ce n'est pas très évident. Bon, peut-être que dans un avenir proche ou lointain, vu le dynamisme démographique du continent africain, l'Afrique a déjà 1,2 milliard d'habitants. C'est déjà 1,2 milliard de potentiels consommateurs. Il appartient aux industriels, aux producteurs, aux transformateurs, aux éventuels transformateurs de cacao, des produits issus du cacao, de faire la publicité et de faire en sorte que les Africains s'habituent à la consommation de ce produit. Ce n'est qu'à ce niveau-là que l'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique peut tirer de réels bénéfices de sa production de cacao, parce que tant qu'on produit juste pour vendre à l'état brut aux transformateurs qui sont les pays développés, on ne peut que tirer, comme j'ai l'habitude de dire, la portion congrue de cette matière-là. Or, on se rend compte que les producteurs de cacao sont parfois les plus pauvres, c'est-à-dire des paysans extrêmement pauvres. Cela veut dire que leurs efforts, les efforts qu'ils déploient ne sont jamais récompensés. C'est-à-dire toutes les énergies qu'ils dépensent ne sont jamais récompensées et c'est comme s'ils travaillent pour les autres. Donc, il est question d'habituer
d'habituer les Africains à la consommation de cela. Et si ce n'est pas le cas, peut-être abandonner, pourquoi pas, cette production-là. J'ai dit très souvent que l'Afrique est un grand importateur mondial de produits alimentaires. Par exemple, les céréales. Les céréales sont importantes. L'Afrique dépense chaque année des dizaines de milliards de dollars pour importer les céréales de l'étranger, alors que nous avons des terres arables qui peuvent nous permettre de cultiver en grande quantité ces céréales. Le blé, qui est à l'origine de la fabrication du pain, vous vous rappelez, tout récemment, il y a eu une révolution au Soudan, tout simplement parce qu'on a augmenté les prix du pain. Le pain qui est issu du blé importé de l'étranger, alors qu'on peut produire, le climat africain peut permettre de produire du blé en grande quantité, en quantité industrielle, pour suppléer les importations. Le climat africain peut permettre de produire de la vigne pour produire du vin. Vous voyez, c'est-à-dire l'Afrique est un grand importateur mondial de vin, alors que le climat africain peut permettre de cultiver la vigne pour même produire du vin de qualité supérieure par rapport au vin parfois frélaté qu'on importe de l'étranger. Donc, le cacao, c'est un produit colonial imposé par la colonisation qui continue à profiter aux anciens colons. Et si les Africains veulent que ça profite enfin aux Africains, qu'ils essaient de s'organiser, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana ont commencé à le faire, ne produire que les quantités dont le marché a besoin. Et si on produit ces quantités dont le marché a besoin, on aura, c'est-à-dire les producteurs auront la possibilité d'imposer leur prix, ou bien vous produisez la quantité dont le marché mondial a besoin et la quantité que vous pouvez vous-même transformer, parce qu'il y a de plus en plus peut-être des unités de production qui essaient de vouloir transformer une partie de la production de cacao, mais en toute petite quantité par rapport à la production totale. Pour répondre définitivement à la question, le continent africain n'a pas la tradition de consommation du cacao ou bien des produits issus du cacao. Si nous voulons que cette économie du cacao puisse prospérer dans de bonnes conditions, il est question qu'on change les mentalités des populations pour les habituer à la consommation des produits de cacao. Et si ce n'est pas le cas, on essaie de voir dans quelle mesure ne pas continuer cette histoire dans laquelle on ne cesse d'enrichir les riches en s'appauvrissant davantage. Parce que comme je l'ai dit, les producteurs de cacao sont de plus en plus pauvres, ce qui décourage même les jeunes générations ont tendance à se détourner de la culture du cacao. On assiste au vieillissement des plantations et même des planteurs, parce que la jeune génération, vu la conjoncture économique internationale autour de l'économie du cacao, ne sont pas promptes à s'engager dans cette culture. Et c'est pour cela qu'on a dénoncé parfois, il y a eu, je crois en Côte d'Ivoire, on parlait d'un véritable esclavage dans les plantations de cacao. Les producteurs étaient obligés d'aller chercher parfois des tout petits, des jeunes, pour les faire travailler dans les plantations de cacao, et dans des conditions de travail qui étaient proches de l'esclavage au temps de la traite négrière dans les plantations en Amérique. Vous voyez? Donc, finalement, pour répondre à la question, l'Afrique peut transformer aussi son cacao si elle réussit à convaincre sa population de s'habituer à la consommation de ce produit. Mais si l'Afrique veut conserver cette culture, il serait impératif qu'elle crée des entreprises pour pouvoir transformer les fèves de cacao. C'est important, n'est-ce pas? Bon, absolument. On ne peut pas, comme je viens de le dire, quand on produit et on vend à l'état brut, on ne peut que s'appauvrir, c'est-à-dire on ne peut qu'enrichir les transformateurs qui sont finalement ceux qui profitent le plus possible. Donc, la tendance serait que
pour que notre continent, pour que le continent africain, et le continent asiatique et le continent américain, l'Amérique du Sud, tirent l'essentiel de l'économie du cacao, c'est-à-dire que les producteurs, ces seigneurs de la terre qui dépensent toutes leurs énergies à produire en grande quantité cette matière première agricole, tirent des bénéfices. Il est question que les Africains se détournent de leur mentalité traditionnelle qui est surtout celle de commerçants et non de producteurs et non d'industriels. Parce que les Africains sont prêts à dépenser pour importer de l'étranger au lieu de créer des unités de production sur place pour transformer la production locale. Les pays qui ont finalement émergé, les pays qu'on appelle les pays émergents, on a parlé des dragons asiatiques ou bien des tigres asiatiques, ce sont des pays qui à un moment donné, par nationalisme économique, ont décidé qu'on ne peut plus consommer ce qui vient de l'étranger, qu'on essaie d'encourager la production locale. Ouais, et la Chine a parvenu à tenir tête aux grandes puissances traditionnelles parce qu'à un moment donné, le nationalisme économique a pris le devant, a pris le dessus en Chine pour qu'on décide plutôt de consommer la production locale plutôt que ce qui est importé de l'étranger. Les Chinois ne peuvent importer que ce qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Généralement, quand ils importent quelque chose de l'étranger, ils essaient de voir comment fabriquer cela eux-mêmes. Voyez? Donc, au lieu de passer tout le temps à se tourner vers l'extérieur pour importer, les Africains qui ont les moyens, on a des moyens, il y a des riches, il y a des milliardaires sur le continent africain, gagneraient, comme vous venez de le dire, à multiplier des unités de production comme l'usine. Nous avons fait une, il y avait une émission où on parlait de l'usine de transformation du cacao en création au Cameroun, dans la localité, c'est-à-dire à l'ouest Cameroun. C'est-à-dire c'était une initiative à encourager à Banja, à l'ouest Cameroun. C'est-à-dire une unité de transformation du cacao. C'est des initiatives à encourager pour que les opérateurs économiques africains investissent dans le cacao. Bon, mais comme on a dit, le bémol est qu'on ne peut pas produire ce qu'on ne peut pas consommer. Il est question d'abord d'habituer la population à cette consommation parce qu'il serait très difficile, bon, je ne dis pas impossible, serait très difficile que les Africains, c'est-à-dire les unités africaines de transformation du cacao réussissent à imposer ou bien à convaincre les consommateurs occidentaux à choisir leurs produits, c'est-à-dire d'acheter leurs produits sur le marché. Vu leur attitude, ils vont toujours se dire que l'Afrique ne peut pas produire, c'est-à-dire ce qui est très bien, ou bien ce qui est bien, et plutôt se tourner vers leurs propres industries. Donc, la solution serait que les consommateurs africains, c'est-à-dire les Africains, par nationalisme économique, choisissent et essaient de consommer ce qu'ils produisent au lieu de passer tout leur temps à importer de l'étranger ce qu'ils ne peuvent pas produire alors qu'ils ont les possibilités de le produire, et essaient aussi d'abandonner les cultures qui ne leur rapportent pas du tout. Et parmi ces cultures, il y a le café, il y a surtout ce cacao qu'on produit pour enrichir ceux qui sont déjà riches et qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas encore prêts à abandonner cela. Donc, bref, la situation de l'Afrique est celle d'un continent qui s'appauvrit davantage en enrichissant davantage les riches, alors que nous avons des moyens, nous avons des possibilités. Ce ne sont pas les capitaux qui manquent. Je parlais des milliardaires, on parle des milliardaires, de plus en plus de milliardaires sur le continent africain. Ils ne savent pas souvent seulement comment investir leur argent,
pour que le continent tire une plus-value suffisante pour promouvoir son développement et lui permettre de sortir définitivement de la pauvreté. Merci, M. Simon Yefou. Comment booster la vente et la production du cacao? Deuxième élément de ce Vox Pop dans quelques secondes. En fait, l'augmentation du prix du cacao permet aux producteurs déjà de mieux vivre. Parce que la majorité dans nos zones-ci vivent du cacao. C'est grâce au cacao qu'ils envoient les enfants à l'école, qu'ils se nourrissent et qu'ils construisent aussi des maisons. Je pense que le Ghana et la Côte d'Ivoire décident de mettre le sujet à table parce que déjà, le prix du cacao va de mal en mal, ça ne fait que baisser. Bon, je pense qu'il est temps qu'ils s'asseyent aussi, ils pensent à ceux qui travaillent, comment ils vivent, dans quelles conditions, parce que le prix ne fait que chuter tous les jours. Si eux déjà, qui sont premiers producteurs, s'ils embrassent déjà le pas, je pense que nos gouvernants peuvent voir comment s'aligner, parce que c'est un combat pour tous les producteurs. De retour sur ce plateau, M. Simon Yefou, nous allons parler maintenant du cacao en lui-même. Pourquoi est-ce que le cacao est appelé le repas des dieux? Bien, cacao, repas de Dieu. Bon, si on entre dans l'histoire, j'ai dit tout à l'heure que le cacao est produit à plus de 60-70% sur le continent africain par les grands producteurs que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, alors que ce n'est pas une plante d'origine africaine. Le cacao est une plante d'origine américaine et plus particulièrement de l'Amérique du Sud. Et je vous rappelle qu'avant la colonisation de l'Amérique du Sud par les Portugais et les Espagnols, à partir du 15e, 16e siècle, à la suite de ce qu'on a appelé la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, il y a de très brillantes civilisations qui se sont développées sur ce continent. Vous avez certainement entendu parler des Olmecs, des Toltecs, des Aztèques, des Mayas, qui ont développé de brillantes civilisations et qui ont été parmi les pionniers de l'invention, parce que l'agriculture a été une véritable invention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au départ, l'agriculture n'existait pas. Et ce qu'on consommait était produit naturel, c'est-à-dire c'est ce qu'on cueillait dans la forêt. C'est à partir d'un certain moment que l'homme s'est rendu compte qu'en sémant, ou bien en sémant un grain, par exemple, que ça pouvait produire quelque chose. Donc, les Américains du Sud ont été parmi ces pionniers. Et l'une des plantes qu'ils ont développées dans ce continent, c'est justement le cacao, qui a été cultivé à partir d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ par les Olmecs, et puis par les Aztèques, et puis les Toltecs, les Mayas. Et justement, quand ces Américains du Sud, les Amérindiens, ou bien on les appelait les Indiens avant la découverte de l'Amérique, bon, ils sont devenus les Amérindiens aujourd'hui, quand ils cultivaient le cacao, ils transformaient ce cacao en une boisson, c'est-à-dire quelque peu sacrée, qu'on consommait lors de certains rites traditionnels réservés aux dieux. Je crois que c'est dans ce contexte qu'ils appelaient ce cacao la nourriture des dieux, parce que c'est les grands nobles, ce sont les prêtres, les grands prêtres qui consommaient cette boisson très fortement épicée, issue du cacao, à l'occasion des offrandes qu'ils faisaient aux dieux. Et c'était une véritable tradition. Il y a une véritable culture du cacao, une véritable tradition bâtie autour du cacao. Et c'est cette tradition que les conquistadores, ce qu'on appelle les conquistadores, c'est-à-dire les Espagnols et les méchants Espagnols et Portugais qui sont venus détruire ces brillantes civilisations qu'ils ont trouvées en Amérique. Et quand ils ont trouvé que le cacao était très important, ils ont essayé de mettre cette plante en valeur
en faisant travailler d'abord les Indiens dans les plantations. Et quand ils se sont rendus compte que les Indiens mouraient massivement, ils ont résolu d'importer les Noirs d'Afrique pour travailler dans ces plantations. Donc, pour répondre à la question, nourriture des dieux, c'est par rapport à la tradition sud-américaine, la tradition des Indiens, selon laquelle le cacao, la boisson fortement épicée issue du cacao, était consommée lors des grandes offrandes, lors de grands sacrifices qu'on offrait à leurs dieux protecteurs. Donc, c'est dans cette condition que le cacao était considéré comme une plante sacrée, donc comme une nourriture sacrée, qu'on ne pouvait pas ignorer cela dans la vie quotidienne de ces populations. Et quand le cacao sort des plantations, par quelle étape est-ce que ça passe afin d'être prêt pour sa vente? Et combien de cabos peuvent donner 1 kg de fèves séchées? Bien, vous savez que le cacao, c'est une matière première agricole de très grande importance qui alimente les industries alimentaires et les industries cosmétiques. Vous voyez, donc il y a beaucoup de dérivés du cacao qui entrent, c'est-à-dire des dérivés du cacao qui entrent dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie cosmétique. Et je crois que quand les fèves, vous savez que le cacao est issu du cacaoyer. Donc le cacaoyer, c'est cette petite plante, c'est ce petit arbre qui produit des fruits, ces cabosses, donc les cabosses de cacao, desquelles on extrait les fèves de cacao. Et quand les fèves sont extraites des cabosses, les fèves sont séchées d'abord, puisqu'il faut d'abord les sécher. Et après le séchage, il y a la fermentation. Avant l'étape qu'on appelle la torréfaction, donc on torréfie les fèves de cacao. Avant l'étape de broyage. Donc, le broyage, c'est déjà au niveau de l'industrie et on broie les fèves de cacao déjà séchées, torréfiées, fermentées pour extraire le fameux beurre de cacao. Et c'est à partir du beurre de cacao qu'est produit le chocolat. C'est le beurre de cacao. À partir du beurre de cacao, on produit le chocolat, qui est le produit principal issu de cette transformation du cacao et qui alimente beaucoup c'est-à-dire qui est largement consommé en Occident. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'étapes dans la transformation du cacao quand ça sort des plantations avant d'aboutir. Donc, puisque c'est une matière première qui a besoin d'être des pré-transformations avant des transformations. Donc, on le transforme d'abord en produits semi-finis avant sa transformation en produits finis qui sont prêts à être consommés. Donc, le produit principal, c'est ce chocolat ou bien la poudre issue du cacao qui sont consommés par les populations. Bien, troisième et dernier élément de ce Vox Pop, les attentes des acteurs de la filière cacao face à la décision conjointe du Ghana et de la Côte d'Ivoire. C'est tout de suite. Il faudrait d'abord que nous, au Cameroun, nous apprenions à consommer les dérivés du cacao, ou même proprement dit. Tout simplement, je peux le relater directement, puisque en le disant à mon Dieu, vision comme ça, peut-être les décideurs doivent comprendre. J'ai toujours pris l'exemple. Si on part au stade tous les jours et qu'on paye le billet du stade à 500 francs, si on met 100 francs, 600 francs à chaque entrée, tu as une plaque de Mambo de 100 francs. Et tous les édifices dont les gens vont participer pour suivre les conseils, les spectacles, on augmente 100 francs seulement. Et que tout un chacun en passant, il a une plaque. Ça va régénérer des emplois. Si on revient encore, Madame le ministre des Enseignements secondaires, elle a imposé, je peux dire imposé, que nous payons les pensions dans les points Express Union et autres avec des frais. Nous versons l'APE avec des frais. Or, si on dit oui,
On est habitué à payer l'APE parce que chez nous, par exemple, ici, on paye l'APE à hauteur de 25 000 francs. Ailleurs, peut-être on ne paye pas parce que nous avions en charge les enseignants. Si on part, on décide que dans toute la République, toutes les écoles privées, partout où on s'assoit pour apprendre, qu'on dote un quota de chocolat, qu'on alloue, si on peut dire même que 5 000 francs par enfant, qu'il a droit à 50 mambo par an. On met comme ça, je vous assure, le blanc ne va même pas voir une CFF. Bien, nous tirons déjà à la fin de ce programme. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Simon Yefou sur ce plateau. Alors, Monsieur Simon, les coques de cacao, à la fin, sont-elles abandonnées à elles-mêmes ou bien elles sont utilisées à d'autres fins? Bien, vous savez que sur le cacao, rien n'est perdu, hein, c'est-à-dire comme les fèves servent dans l'industrie, il y a les coques qui sont utilisées à beaucoup d'autres fins. Voyez, donc il y a rien n'est abandonné, rien n'est jeté quand le cacao est produit. C'est pour cela que c'est un produit qui fait courir les producteurs, qui fait courir les transformateurs, qui fait courir les consommateurs, parce que c'est une matière première de très grande importance. Donc tout est utile dans la cabosse de cacao, que ce soit l'intérieur, les fèves qui sont à l'intérieur des cabosses, ou bien la coque, tout cela sont utilisés dans des usages, que ce soit les usages domestiques ou bien des usages industriels, pour transformer, pour produire des ustensiles utilisés par les populations. Donc, le cacao est une plante très importante, et comme vous venez comme nous l'avons suivi dans les réactions des populations, on attend beaucoup de la décision prise par les producteurs d'imposer pour une fois leur loi sur le marché international de cette matière première, afin que les producteurs puissent un jour tirer les véritables fruits de leurs efforts, pour que les Africains ne passent plus tout leur temps à enrichir les consommateurs, à enrichir les transformateurs, alors que c'est eux qui détiennent le vrai pouvoir. Donc une vraie prise de conscience s'impose à ce niveau-là. Oui. Quelle est la valeur nutritive du chocolat? Bien, on prête au chocolat beaucoup de vertus, c'est-à-dire le cacao en général. J'ai dit tout à l'heure que c'était déjà une plante sacrée chez les Amérindiens, et dans le monde contemporain, ce n'est pas pour rien que les consommateurs occidentaux courent beaucoup vers le cacao, puisqu'on lui prête des vertus, c'est-à-dire que ça a une importance que ça facilite la circulation du sang dans l'organisme, qu'il a certaines vertus anticancérigènes. Vous voyez, c'est-à-dire le cacao est réputé être riche en glucides, c'est-à-dire en énergie, c'est-à-dire il y a beaucoup d'énergie, c'est-à-dire ça procure de l'énergie, des calories aux consommateurs, c'est-à-dire des glucides, des lipides, des vitamines, c'est-à-dire que ça procure beaucoup de choses à ces consommateurs, ça facilite la circulation sanguine, et que ça aurait certaines vertus anticancérigènes. Certains lui prêtent même des vertus quelque peu aphrodisiaques, sans que cela ne soit prouvé à 100%. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire les gens courent vers le cacao, cela veut dire que ça signifie que ce n'est pas pour rien, parce que cette plante est d'une importance capitale. Bon, malheureusement, ce n'est pas une plante, c'est-à-dire les Africains ne sont pas habitués, c'est-à-dire ça n'entre pas dans leurs habitudes alimentaires. Pour que le cacao continue à être produit, il faut que les Africains soient habitués à le consommer, et c'est-à-dire faire en sorte que ça entre dans la ration quotidienne. Donc, on se rend compte que dans la plupart des cas, ce n'est pas tellement le cas. Et quand nous encourageons les Africains
c'est-à-dire les opérateurs économiques africains à investir dans la filière cacao, la condition serait que les produits issus de leurs activités soient d'abord consommés sur place. Donc, vous ne pouvez pas produire en comptant d'abord sur le marché des autres. Comptez d'abord sur votre propre marché avant d'aller conquérir le marché extérieur. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est-à-dire, quand un opérateur économique chinois se lance dans la production industrielle, et c'est d'abord qu'il compte sur les 1,3 milliard de Chinois. Et il y a aussi 1,2 milliard d'Africains. Ça veut dire qu'on a une population à peu près équivalente à celle de la Chine. C'est seulement la volonté politique qui manque pour que l'Afrique devienne un géant économique mondial. Et la condition serait qu'on essaie de taire les conflits internes qui sont parfois inutiles et qu'on aille dans le sens de prôner par les pères fondateurs du panafricanisme, parce que les frontières ne doivent pas être un obstacle pour le développement du continent. Donc, définitivement, le cacao, c'est une plante très importante, une matière première industrielle, une matière première agricole de grande importance qui est utilisée dans les industries alimentaires, dans les industries cosmétiques. Les rouges à lèvres que les femmes utilisent, c'est le cacao, vous voyez. Donc, il y a toutes ces productions-là. Il est question que les Africains tirent essentiellement, c'est-à-dire tirent enfin les bénéfices qu'ils méritent de cette culture. Et si ce n'est pas le cas, j'ai l'habitude de prôner qu'on abandonne purement et simplement cette culture si les consommateurs et les transformateurs qui sont au nord ne peuvent pas nous payer le juste prix. Donc, tout notre souhait est que les vœux exprimés par la Côte d'Ivoire et le Ghana soient exaucés, puisqu'ils veulent que le prix de la tonne du cacao remonte même à partir de 2500 $. C'est-à-dire, je vous ai dit que dans les années 80, dans les années 70, ça avait atteint 3000 $ la tonne avant de descendre jusqu'à 1000 $ la tonne. Il est question que si les efforts des présidents ivoiriens et ghanéens sont couronnés de succès, ce sera le début d'une nouvelle ère pour les pays producteurs du cacao africains et d'autres pays producteurs de cacao, pour se lancer effectivement dans la voie de la prospérité économique. Bien, M. Simon Yefou, en espérant donc que cette alliance n'accouche pas d'une souris, nous sommes impatients de savoir ce qui va se passer le 3 juillet prochain à Abidjan. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, M. Simon Yefou, d'avoir participé. Chers téléspectateurs, nous nous revoyons prochainement pour une nouvelle édition de Economy First, toujours sur Africa TV. Merci.